Comment marque-t-on l'histoire de la Formule 1? La réponse la plus probable pour la plupart d'entre vous, vous allez me sortir que c'est sûrement devenir champion du monde. Ok. Pour une écurie alors? Champion du monde constructeur? Soit. Ça peut par exemple être marquant de gagner un titre avec Ferrari. Mais pas tant que ça en fait, pour la simple et bonne raison que ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Par contre, gagner un titre avec Ferrari alors qu'elle n'a pas gagné depuis des années, après avoir remis l'écurie sur pied et créé l'une des plus grandes dominations de la Formule 1, ça, c'est déjà marqué l'histoire. Quoi qu'il en soit, il y a en Formule 1 une période qui résonne encore dans la tête de tous les passionnés. Parce que cette période a justement marqué l'histoire. Et cette période, c'est celle d'une écurie, d'un pilote et d'une seule saison. Pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui encore la saison de Formule 1 de 2009 est et restera un mythe à jamais, il faut d'abord savoir qui est cet homme. Ross Brawn. Brawn, c'est le type de personne à qui tu confierais n'importe quoi, tout simplement parce que tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est un pur génie de l'ingénierie automobile, à tel point que son nom est devenu synonyme de succès dans le monde de la Formule 1. Et ce n'est pas pour rien, parce que si ce gars est devenu l'homme le plus titré de l'histoire de la Formule 1 avec 7 championnats du monde remportés, Brawn en est pour beaucoup. Quand Michael Schumacher rejoint l'équipe Benetton en 91, Brawn était déjà là en tant que directeur technique de l'écurie. Et forcément, quand tu réunis deux génies dans la même écurie, ça marche. Michael Schumacher remporte son premier titre de champion du monde en 94 et en 95, il remporte par la même occasion le championnat constructeur. Bon, et si vous doutez encore du génie de Brawn, il suffit de regarder ça, l'avant-dernier Grand Prix de la saison de 2000, lorsque le duo sont tous les deux partis chez Ferrari et que Michael Schumacher est sur le point de recevoir son 3e titre. Nous sommes donc à Suzuka au Japon, Schumacher a accumulé assez de points pour finir premier du championnat dès ce Grand Prix, mais il rate son départ. Mika Häkkinen, alors pilote chez McLaren Mercedes, prend la tête de la course. Et c'est à ce moment-là que Brawn va décider une nouvelle fois de faire jouer son génie en élaborant une stratégie permettant à Schumacher de gagner la course. Mais alors qu'Häkkinen conservait son avance sur Schumacher, il décide de s'arrêter au stand, laissant alors la tête de la course à Ferrari. Et peut-être qu'à ce moment-là, Häkkinen venait de laisser le titre à Schumacher. Car en effet, de l'autre côté de la piste, Brawn avait calculé que la pluie arriverait à ce moment et que la Ferrari pourrait alors prendre facilement de l'avance avec la capacité qu'avait Schumacher à rouler dans ces conditions. Et au final, Schumacher rentre au stand, change ses pneus et ressort devant Häkkinen. Ce qui signera le début d'une ère de domination chez Ferrari. Malheureusement pour eux, ils passeront à côté du titre en 2006 et Schumacher décidera de prendre sa retraite. Ross Brawn, lui, prendra une pause de 1 an avant de rejoindre l'équipe Honda en 2008 en tant que directeur technique. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. We're down 50, but we should emphasize to everyone. Toyota, poor sales in the US. La crise des prêts immobiliers a provoqué l'expulsion de 3 millions de personnes. Nous sommes donc en 2008 et la crise économique touche tous les secteurs. Et celui de l'automobile n'est pas épargné. Honda, l'écurie où travaille Brawn, rencontre de gros soucis financiers juste à ce moment-là. À tel point que l'avenir de la marque japonaise en Formule 1 est incertain. Honda a besoin d'argent, donc la solution à ce moment-là est de couper toutes les finances qui paraissent inutiles pour permettre à la marque de survivre. Et la Formule 1 en faisait partie. Donc le 5 décembre 2008, le PDG de Honda met en vente son écurie. Et le problème à tout ça, c'est que si elle n'est pas rachetée, elle sera définitivement supprimée. Et une écurie, ce n'est pas seulement une place en Formule 1. Les pilotes, les mécaniciens, la direction, toutes ces personnes risquent également de perdre leur place. Mais voilà, personne ne veut racheter l'écurie. En tout cas, aucun candidat sérieux pour le rachat ne se présente et Honda commence à avoir peur. Ils ont toute une équipe encore sous contrat avec eux, une voiture qui est en développement pour la saison 2009 et surtout les essais de pré-saison qui approchent fortement. Alors, Brawn et Honda se réunissent, discutant en interne d'une solution de secours. Et sans trop savoir comment il a réussi à convaincre Honda, il rachète l'écurie pour 1 euro symbolique. Et voilà comment est né Brawn GP. Bon, c'est super. Honda a réussi à se débarrasser de l'écurie et Brawn à ne pas perdre sa place et celle de toute l'équipe. Mais Brawn a tout à refaire. Le truc, c'est que la voiture n'est pas prête. Il n'y a aucun moteur, aucun sponsor et donc personne pour financer l'écurie. Donc dans un élan de désespoir, ils vont appeler le patron de Virgin, qui décide finalement de bien vouloir les aider comme il l'avait fait quelques temps auparavant avec l'équipe Super Aguri. Bon, maintenant que Brawn a trouvé des financements, il faut aussi s'occuper de la voiture, de la tester et de savoir qui va la piloter. C'est donc en février 2009 que sort la Brawn GP BGP01 et avec 2 pilotes aux commandes, Jenson Button et Rubens Barrichello.
Button, c'est un prodigieux pilote anglais qui courait pour Honda, mais qui n'a jamais pu prouver de quoi il était capable, car à 28 ans déjà, il n'a remporté qu'une seule course en Formule 1. Mais la perception qu'avaient les fans à l'époque, c'est qu'il n'arrivait pas à se distinguer, et c'était accentué par l'ascension fulgurante d'Hamilton, qui lui était aussi britannique, bien plus jeune et qui avait en seulement 2 saisons déjà été sacré champion du monde. Certains voyaient Button comme un pilote prometteur, mais pas capable de rivaliser avec une jeune star comme Hamilton. Je me demande d'ailleurs si lui il n'est pas destiné à marquer l'histoire. Barrichello lui aussi est un excellent pilote. Il courait aux côtés de Michael Schumacher chez Ferrari et il connaît très bien la façon de travailler de Brand. Malheureusement, il a toujours été vu comme un excellent second. Mais par-dessus tout ça, à l'heure actuelle, il n'est vu que comme un pilote en fin de carrière. Mais attendez, car le plus fou dans tout ça, c'est que Button et Barrichello ne découvrent la voiture que seulement quelques jours avant les essais hivernaux, après avoir manqué la plupart des tests de pré-saison. Autrement dit, si la voiture est mauvaise ou semble avoir des problèmes, il sera trop tard pour effectuer les changements. Les essais hivernaux commencent donc, vous vous en doutez, Brand GP se retrouve évidemment être l'écurie avec le plus petit budget du paddock et Jenson monte dans la voiture déjà ravi d'être en Formule 1 et d'avoir un job. Il fait quelques tours chrono et rentre au stand. Et évidemment, le premier réflexe de Button a été de se plaindre à son ingénieur, Andrew Schauflin. En effet, selon lui, la voiture avait grandement besoin d'être améliorée, avec plus de train arrière dans les virages rapides et plus de train avant dans les virages lents. Mais Andrew se met à sourire. Et Jenson Button lui demande évidemment « Pourquoi tu souris comme ça ?» Et vous savez ce qu'il lui a dit? On est les plus rapides. Et est-ce que vous voulez savoir à quel point ils sont plus rapides? Parce qu'ils ne sont pas plus rapides de 1 ou 2 dixièmes, non. Ils sont plus rapides de 5 à 6 dixièmes. Et après les réglages, Button reprend la piste. Mais maintenant ce n'est plus une demi-seconde, mais bien près de 1 seconde plus rapide au tour que les autres équipes. Et évidemment, les autres écuries commencent à se poser des questions. Comment se fait-il il y a peu que l'équipe que tout le monde voulait voir survivre soit maintenant la cible à abattre? Parce que les autres équipes ont une question en tête. Comment une équipe comme Brand GP a-t-elle réussi à avoir une voiture aussi rapide? Eh bien, il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que Honda a financé une grande partie du développement de la voiture avant de partir. Donc, quand Brand GP est arrivé, en tant que nouvelle équipe avec le plus petit budget du paddock, ils ont en fait eu l'un des plus gros budgets en termes de développement pour ce qui devait être la prochaine Honda. Et la seconde réponse à ça, tout simplement parce qu'ils ont trouvé une faille dans le règlement permettant à leur voiture d'aller beaucoup plus vite. Et cette faille, c'est celle du double diffuseur. Et vous allez voir, le concept est assez simple en fait. Le fond plat de la voiture possède un canal central alimenté en air, ce qui a pour conséquence d'accélérer le flux d'air et donc de bénéficier d'un effet de sol beaucoup plus important. Bon, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, grossièrement ça permet à la voiture d'être collée au sol dans les virages et donc de les prendre beaucoup plus vite. Mais vous vous doutez bien que ça n'a pas du tout plu aux autres équipes parce que eux n'avaient pas profité de cette faille. Alors évidemment, les autres équipes que sont Ferrari, Renault et Red Bull mettent un ultimatum à Brand GP, retirer ce double diffuseur ou porter réclamation à la FIA. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le concepteur de cette invention qui travaillait chez Honda à l'époque avait déjà demandé à la FIA si c'était légal. Donc la demande de Ferrari, Renault et Red Bull se voit rejetée, et la faille qui fait grincer les dents de tout le paddock a été validée et notée comme légale à 100%. Brand GP arrive donc en Australie pour le premier GP de la saison. Et bien sûr, comme elle est vue comme l'une des équipes les plus petites du paddock, une équipe de fond de grille, tout le monde reste bouche bée des performances de l'écurie lorsqu'elle décroche la première et la deuxième place lors des qualifications. Et ils le font avec la manière, car Button réussit à mettre plus de 6 dixièmes à leurs plus proches concurrents. C'est à ce moment-là que les autres écuries se rendent compte du retard considérable qu'ils ont sur la BGP 001. Sans surprise, le Grand Prix d'Australie se passe à merveille pour Brand et son équipe, puisqu'ils décrochent le premier doublé de leur premier Grand Prix en Formule 1. Jenson Button's a winner again. Brawn GP are winners on their first race appearance, and not only that, it's a 1-2 finish. Button from Barrichello, the smiles are on Ross Brawn and Sir Richard Branson. What a result, and history too. Et Button, qui n'avait jamais été reconnu à sa juste valeur jusqu'ici, monte sur la première place du podium et remporte sa deuxième victoire en Formule 1. Ils prennent donc la tête du championnat pilote avec Button et Barrichello en premier et second et se retrouvent également premier du championnat constructeur. Évidemment, ce n'est que la première course du championnat et tout peut encore arriver. La saison continue donc avec une deuxième course en Malaisie et pour la première fois de cette saison, Button doit se battre pour aller chercher le podium. Les Williams et Toyota prennent la tête du Grand Prix, deux voitures qui possèdent également le mécanisme du double diffuseur. Malgré tout, Button réussit à prendre la première place 10 tours avant la fin de la course qui se voit stopper à cause de la pluie. Le drapeau rouge est brandi, c'est la fin de la course et c'est une deuxième victoire consécutive pour Button et Brand GP. It rains, but if you make smart choices, you get lucky. A Button, of course, made them absolutely right at the front. And Gator looking into at the back of the Toyota. We've got the International Court of Appeal coming up a week on Tuesday in Paris.
Malheureusement, Button se verra couper dans sa série de victoires à la course suivante en Chine, où la Red Bull de Sebastian Vettel surpasse en tout point les deux brands GP sous la pluie. Vettel devient alors le principal concurrent de Button pour le titre. Mais le problème, c'est que la Red Bull est déjà très rapide et elle ne possède pas le double diffuseur, permettant de booster l'aéro de la voiture. Great job, Sebastian. Proud of you. Great job. Thank you guys. Thanks for working so hard. Brown, c'est alors qu'il va falloir engranger le plus de points possible avant la mi-saison. Heureusement, Button prend conscience de cela et se rattrape 2 semaines plus tard à Bahreïn, où il finira devant Vettel en le devançant de seulement 7 secondes. And Jenson Button and Brawn are back on the top step of the podium. Red button, so hopefully when they finish debriefing, we'll drag him in. Oh yes. Les brands GP reprennent confiance et à Barcelone, c'est un nouveau doublé pour l'écurie et Button signe alors sa 4e victoire de la saison. Winner in Malaysia, winner in Bahrain, and he's done it again in Barcelona. Jenson Button, championship leader, increases his lead, and it's another win too for Brawn. What a start! À Monaco, le circuit où tous les pilotes de Formule 1 rêvent de gagner et où la moindre petite erreur est fatale, c'est le moment pour Button de prouver qu'il mérite sa première place. Alors, lors des qualifications, la Brand GP marche très bien et Button arrache alors le podium à Kimi Raikkonen pour seulement 25 millièmes. Et une fois en pôle, le plus dur est fait. Button n'a plus qu'à dérouler sa course sans faire la moindre erreur. Et c'est une 5e victoire cette saison pour Button. Malheureusement, au Grand Prix suivant en Turquie, c'est une autre affaire. Vettel parvient à faire la pole et il va donc falloir réussir à le dépasser en course s'il veut avoir la chance de la remporter. Et c'est ce qu'il va faire. En profitant d'une erreur de Vettel à la sortie d'un virage, Button saute sur l'occasion et prend la première place et la garde. Il remporte la course et réussit donc à mettre une longueur d'avance sur les points en championnat. Il compte près du double de points sur Vettel qui se trouve 3e du championnat derrière Barrichello. À ce moment-là de la saison, Brand GP est une fusée que personne ne parvient à arrêter. Et pourtant, nous arrivons à la mi-saison, et d'un seul coup, Brand GP ne gagne plus. Alors, selon vous, pourquoi Brand ne gagne plus? C'est pas grave si vous ne trouvez pas, de toute manière, je vous l'explique dans 2 minutes. Rien qu'à Silverstone, la Red Bull est de loin la meilleure voiture du plateau. Et pour la première fois cette saison, Button ne montera même pas sur le podium. Il finira une amère 6e place, pendant que Barrichello, lui, sauvera les meubles en étant 3e. Le souci, c'est que ça ne va pas aller en s'améliorant. Au Grand Prix suivant, en Allemagne, aucune des Brand GP ne sera sur le podium, alors que les Red Bull enchaîneront les doublés. Button et Barrichello finissent 5 et 6e, leur permettant de rester dans les points, mais ce n'est clairement pas suffisant. Si Red Bull et Vettel continuent de remporter les courses, ils prendront alors rapidement la tête du championnat. En Hongrie, Vettel a un problème de suspension avec sa voiture et doit abandonner la course. Mais Button et Barrichello sont déjà trop loin pour pouvoir rattraper le peloton de tête. Finalement, en Hongrie, les points se répartissent et font les affaires de Brand GP, qui finissent 7 et 10e. Mais ce n'est clairement plus la voiture compétitive du début de saison. Les points sont maintenant difficiles à aller chercher et les podiums encore plus. Alors pourquoi Red Bull et les autres équipes se sont mis à gagner et Brand GP d'un seul coup à avoir du mal à se classer dans le top 10? Vous n'avez toujours pas trouvé? Le problème, c'est que Brand GP ne possède pas les fonds nécessaires pour proposer une grande amélioration. La voiture reste la même et Brand sait qu'il va falloir se battre pour rester premier du championnat. Alors que Red Bull et les autres écuries apportent de nouvelles améliorations à leur voiture, la raison pour laquelle l'équipe ne gagne plus, c'est parce que l'avance qu'ils avaient en début de saison a déjà été rattrapée et que la vérité, c'est qu'ils commencent même à être en retard. Leurs concurrents sont en train de prendre de l'avance. Pour autant, cette chose qui devait jouer en leur défaveur va au final devenir une aide. Car oui, l'écurie n'a pas le budget pour apporter des améliorations à sa voiture, mais les autres écuries, si. Par conséquent, cela va effectivement les pénaliser dans un premier temps, mais aussi faire de la concurrence à Red Bull, qui est leur principal opposant. Brand a très vite compris que gagner des courses à ce moment-là de la saison va être beaucoup plus dur, donc leur stratégie est simple. Essayer de grappiller le plus de points possible tout en laissant les autres écuries se battre pour la victoire. Cela permettrait à certaines écuries comme McLaren, Ferrari de gagner des points et de mettre en difficulté les Red Bull. Et vous savez quoi? Ça fonctionne sur 2 grands prix. En Belgique, Ferrari remporte la victoire avec Kimi Raikkonen. Et à Singapour, c'est Lewis Hamilton qui s'impose avec sa McLaren, qui finit premier devant les Toyota et la Renault de Fernando Alonso. Et le dernier souffle des Brand GP se fera à Monza. En Italie, Barrichello remporte la victoire, suivi de Button qui leur permet de renforcer leur légère avance au championnat. Et ce sera la dernière fois
que des brands GP se retrouveront sur un podium. À Suzuka au Japon, Vettel prend la première place et se retrouve à seulement 2 points de Barrichello au championnat. Le Grand Prix du Brésil arrive et Button peut être officiellement sacré champion du monde s'il arrive à engranger assez de points. Mais malheureusement, lors des qualifications, tout ne se passe pas comme prévu. Il pleut et si Button est déjà un excellent pilote, il lui manque encore une chose pour gagner. Une chose que tous les champions du monde ont en commun. Cette chose, c'est gérer la pression et vaincre la peur de gagner. Mais pour lui, aujourd'hui la pression sera bien trop forte. Il n'arrivera pas à garder son calme et se fera éliminer en Q2. Il partira de la 14e place. Et pour littéralement abattre Button, en parallèle de ça, son coéquipier Barrichello sort le tour du siècle et décroche la pole dans un tour d'anthologie. Une leçon de pilotage sous la pluie. Et Vettel ne parvient pas non plus à valider sa Q2, il partira 15e. Nous sommes donc le dimanche 18 octobre 2009 et la course commence. Barrichello en pole fait un excellent départ et garde sa première place. Derrière, Button parvient à faire quelques dépassements et se retrouve à la 9e place. Mais cela ne suffit pas s'il veut devenir champion du monde. Aujourd'hui, il doit faire plus. Alors il met de côté le stress, la peur de gagner et s'élance dans la course de sa vie. Donc tu peux pas résister à des voitures qui sont plus légères. Et là ici, avec Nakajima à l'intérieur peut-être. Oh, il tente ça de très loin, Jenson Button, il prend des risques et il passe. Magnifique, hein. Moi je peux vous dire. Alors là, ça y est, il attaque. Là, Jenson Button, il a oublié ses soucis d'hier. Il est en train de s'en occuper. Alors est-ce que Kobayashi va se fatiguer un peu, hein, parce que comme vous l'avez dit, la course est longue. Let's go, let's go! Okay, big push now. Button arrive alors à enchaîner les dépassements et à finir à la 5e place, ce qui lui suffit pour devenir le nouveau champion du monde de Formule 1. Dans le même temps, l'écurie Brand GP est aussi déclarée gagnante du championnat constructeur et devient la première écurie de l'histoire à gagner le championnat pilote et constructeur dès sa première saison. Brand GP vient littéralement de marquer l'histoire de son empreinte. Pas mal pour une écurie qui devait être supprimée un an avant et qui a été revendue pour $1 symbolique. Qui devait se retrouver en fond de grille avec aucun sponsor et qui finalement s'est hissé sur la première marche du podium. Qui aura permis de donner une chance à un pilote qui n'avait jamais pu prouver de quoi il était capable de devenir le nouveau champion du monde. Et enfin, c'est sûrement l'une des plus belles saisons de la Formule 1. Une saison complètement folle avec un one-shot qu'on reverra sûrement jamais. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est devenu l'écurie après ça, sachez qu'elle existe toujours aujourd'hui mais sous un autre nom. Et qu'elle a fait remporter à 7 hommes 6 autres championnats du monde. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas le petit like pour récompenser mon travail. Les prochaines vidéos qui suivront seront encore plus travaillées, alors restez connectés.